Alors, pour commencer, je vous disais donc résoudre des problèmes mathématiques au cycle 2. Ludivine Hansen a été enseignante à l'école primaire Robert Baran de Vernaison dans le Rhône. Nous accueillons également Jean-Pierre Rabatel, chercheur à l'ENS IFE, chargé d'études. Bienvenue. Et aux côtés de Marine Chen, qui est ingénieure pédagogique chez Cabrilog. C'est à vous. Merci. Du coup, on se passe le micro. Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Marine Chen, ingénieure pédagogique chez Cabrilog, et aujourd'hui on est ravis d'être présents pour parler de la résolution de problèmes au cycle 2. Je suis avec Ludivine et Jean-Pierre, et on va commencer par donner la parole à Ludivine pour qu'elle puisse se présenter un petit peu. Bonjour à, je pense qu'il marche pas celui-là. Bonjour à tous, merci à EdTech de nous inviter aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là. Donc, je suis professeure des écoles, actuellement coordinatrice pour l'inclusion au sein des lycées professionnels Gustave Eiffel et Édouard Branly. Et en parallèle de ce poste, je suis doctorante avec un thème de recherche qui est l'inclusion des élèves 10 grâce au numérique. En 2020, j'étais bien enseignante à l'école Robert Baran, et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'expérimentation du logiciel Smart Enseigno avec une classe d'élèves de CP. Merci Ludivine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à utiliser Smart Enseigno ? Alors, avant de rejoindre la classe de CP en 2020, j'ai participé à l'équipe de recherche de l'IFE dans laquelle était Jean-Pierre, et c'est là que j'ai pu participer à la conception du logiciel de Smart Enseigno ainsi qu'aux expérimentations en classe, donc dans les classes des collègues expérimentateurs, et cette expérience m'a donné envie de tester avec mes élèves. Dans la classe de CP, nous avions un manuel, mais il m'a semblé intéressant de le compléter avec des vraies situations problèmes que les élèves pouvaient manipuler, que ce soit manipulé avec les ressources numériques ou avec des ressources tangibles. Et tout au début, les élèves ont fait de la résolution de problèmes avec Smart Enseigno une fois par semaine, et puis beaucoup plus. Merci. Alors, concernant cette résolution de problèmes, le mieux peut-être, ce serait que Jean-Pierre, tu nous expliques pourquoi est-ce qu'elle est si importante au cycle 2 pour l'enseignement. Alors, la résolution de problèmes, c'est un aspect fondamental de l'enseignement et qui est d'ailleurs rappelé dans le guide du ministère de 2020 pour enseigner le calcul, la résolution de problèmes et la numération. Alors, ça devrait être au cœur de tout enseignement parce que c'est une démarche très riche et qui est essentielle. Alors, pour aller très vite, la résolution de problèmes, c'est quoi? D'abord, c'est une situation initiale comportant un certain nombre de données et puis un but à atteindre. Ensuite, c'est l'obligation d'élaborer une suite d'actions et d'entrer dans une démarche de recherche en mobilisant une activité intellectuelle. Alors, c'est faire des essais, analyser ce qui est fait, faire des hypothèses, s'appuyer sur des schémas ou bien un tableau, et puis, évidemment, établir une stratégie pour la résolution. Enfin, c'est l'aboutissement à un résultat qui n'était pas connu au départ, et puis à une solution qui n'est pas immédiatement disponible. Il faut donc, ça passe vraiment par un temps de recherche. Alors résoudre un problème, c'est donc à la fois rentrer dans une dynamique de recherche et en même temps inventer et développer des stratégies. Cependant, un problème ne se définit pas seulement par la tâche à effectuer, mais il s'effectue aussi davantage d'ailleurs par la situation dans laquelle l'élève est placé. Alors on le verra dans un instant, un peu plus loin dans l'échange avec Ludivine, mais justement pour vous montrer l'aspect, c'est qu'il arrive que l'on rencontre dans certains manuels ou dans des blogs d'enseignants qui proposent par exemple des exercices qu'ils appellent problèmes, eh bien il arrive que ce ne soit pas des problèmes véritablement parce qu'il n'y a pas de recherche. Ce sont de simples exercices qui ont leur intérêt, il ne s'agit pas de les exclure non plus, mais ce ne sont pas des situations problèmes. Donc on le verra un petit peu plus loin. Alors, en même temps, il est nécessaire que chaque élève se fasse une représentation de l'état initial, de l'état final, et puis évidemment du ou bien des chemins qui seront nécessaires pour y parvenir.
La problématique doit être également construite par l'élève. Et c'est là que l'enseignant a un rôle déterminant dans l'aide qu'il va pouvoir lui apporter. Alors c'est à lui de déterminer quel sera le dosage. Est-ce qu'il va, en fonction d'abord de ses objectifs, et puis aussi en fonction de chacun de ses élèves. Enfin, la résolution de problèmes n'a finalement d'intérêt que si elle permet un apprentissage bien au-delà du seul résultat au problème posé. Car c'est la démarche en elle-même qui est aussi objet d'apprentissage. Alors, dans les classes, on rencontre assez fréquemment quand même une telle démarche pour ce qui est ce qu'on appelle d'ailleurs des problèmes additifs ou multiplicatifs, par exemple. Mais mettre en place une démarche d'apprentissage en numération et en géométrie, fondée sur la résolution de problèmes, ça c'est beaucoup moins fréquent. Et d'ailleurs, Smart Enseigno le propose pour la plupart de ses activités. Alors peut-être on peut s'interroger sur la place de cette démarche dans Smart Enseigno, et je crois que Ludivine va nous éclairer sur ce point. Merci Jean-Pierre. Donc ces explications, elles nous permettent de comprendre l'importance de la résolution de problèmes. Et maintenant, Ludivine, peut-être que tu peux nous expliquer comment tu l'as mis en place dans ta classe. Alors, j'ai pris la classe à partir du mois de novembre et j'ai commencé l'utilisation d'abord sur une fréquence hebdomadaire. Donc, on avait un temps dédié en salle informatique tous les jeudis. Je me suis vite aperçue qu'il y avait une limite à cette utilisation en individuel parce qu'une classe de CP, ils sont non lecteurs, ils ne sont pas très autonomes en novembre. Donc ça demandait une organisation pédagogique qui était terrible pour faire 2 fois 25 minutes, séparer les groupes. Et je me suis interrogée sur une autre possibilité de détourner le logiciel et les ressources individuelles pour en prendre un autre usage. Et en début d'année, avec ces élèves non lecteurs, j'ai aussi rencontré des problèmes d'infrastructure. L'Internet qui bloque, pas de casque pour les élèves, donc les consignes sont réalisées, mais ça fait 18 postes qui en même temps donnent les consignes des 18 élèves. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait beaucoup de maîtresse. Donc ça, c'était un peu des points qu'on a gérés au fil d'année. Ils ont grandi, ils sont devenus plus autonomes, les élèves, mais j'ai eu cette chance de pouvoir avoir un tableau interactif dans la classe et ça m'a permis un autre usage. Très bien. Donc c'est ce qu'on peut constater sur les images, c'est que tu as utilisé à la fois Smart Enseigno de façon individuelle et de façon collective. Donc si on compare un petit peu les deux, c'est l'infrastructure, donc si on comprend bien, qui t'a obligé à adapter ton utilisation du logiciel. Cependant, du point de vue de l'organisation pédagogique, comment tu t'en es sorti ? Alors, je retourne aux photos parce que je pense que c'est là qu'on peut voir vraiment l'intérêt. Sur la photo 3, c'est une utilisation en individuel, mais en couplant des ressources numériques avec des ressources tangibles, où il y a vraiment une aide qui est amenée par l'enseignant par ces ressources. Dans la photo 2, c'est un usage en classe pour découvrir la notion. Dans ce cas-là, on était sur les groupements de 10. Après, j'ai eu d'autres utilisations qui étaient aussi sur revenir sur un point matière. On a des élèves qui, sur les parcours individuels, s'entraînaient et le logiciel nous faisait un retour via la plateforme enseignant des difficultés rencontrées par les élèves. Et c'est lors de moments de regroupement en classe que j'ai pu reprendre ces points matière et en faire vraiment un moment où on a allié les expériences individuelles sur les parcours et reprendre la matière qui n'avait pas été comprise en classe. Un autre moment qui a été très intéressant en matière de résolution de problèmes, c'est la projection dans l'écran classe d'une ressource problème. Les élèves étaient groupés par 3. Avec une ardoise, ils devaient mettre la réponse sur l'ardoise. Et ce type de fonctionnement encourageait la discussion entre les élèves, l'argumentation, comment résoudre le problème. L'avantage des ressources, c'est que chaque fois qu'on les rejoue, les données numériques changent, mais le problème reste identique. Ce qui fait que les élèves les plus en difficulté, une fois qu'on avait rejoué plusieurs fois la ressource, se sont eux aussi trouvés en situation de réussite, ce qui a fait que toute la classe avait réussi. Et là, ça a été très, très positif aussi. Voilà, sur ce point-là. Eh bien, du coup, la question se pose sur comment les ressources Smart Enseigno ont
ont pu modifier ta pratique professionnelle? Alors, sur la pratique professionnelle, ça l'a enrichi, je pense, parce qu'à chaque de petites vacances en petites vacances, quand on revoit la programmation, ça me permettait de rechercher les ressources les plus adaptées à l'avancée de la classe, de coupler ce qui se faisait dans l'école avec ce qui se faisait, ce que je pouvais apporter par la ressource en plus. Et ça a permis aussi des échanges entre les élèves, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Il y a une ressource dans laquelle, à l'issue d'une grande progression sur la géométrie, les élèves, on le voyait, avant cette image, je vais juste remettre celle-là. Sur la première image, là, les élèves devaient trouver ce qui étaient les pavés droits et les sélectionner. Et j'ai eu un échange langagier pour un niveau de CP que je n'avais jamais eu auparavant. Et je vous cite parce que ça m'a ébahi. « Maîtresse, ce n'est pas un pavé droit. Regarde, il n'y a pas de rectangle. » CP. Donc ça, c'est vraiment été très, très riche. Et on peut revenir maintenant sur cette situation qui est, au départ, on pourrait se dire que c'est un exercice comme on le trouve dans les manuels papier. Or, ce qui en fait une situation problème, c'est que pour écrire 3005, quand on ouvre la ressource, les billets de 100 sont déjà là. Et donc l'élève ne peut pas, il pourrait remettre un troisième billet pour faire 3000, mais il aurait trop de centaines. Peut-être que Jean-Pierre, tu peux donner un élément de contexte sur les ressources? Oui, si on continue sur cette ressource, donc en fait, l'impossibilité de déplacer les étiquettes constitue même, c'est la contrainte de départ qui en fait la situation problème. Et les élèves vont devoir résoudre en fait quelque chose qui pouvait être simple. Dans 3005, il n'y a aucune centaine, le chiffre plutôt, c'est pas qu'il n'y a aucune centaine, le chiffre des centaines est 0. Donc on sait très bien que naturellement, les élèves seront allés très classiquement, s'ils avaient eu simplement une ardoise vide, à déplacer les étiquettes 1000 pour en placer 3 et puis rajouter 5 unités très facilement. Mais là, il n'y avait aucun, c'était un autre type d'exercice, et en tout cas pas une situation de problème. Le fait qu'il y ait cette contrainte-là, qu'on ne peut pas changer, l'élève ne peut pas la changer. Donc il va être contraint d'utiliser, c'est donc le dispositif, l'outil qui le contraint à transformer ce qui est peu fréquent, c'est-à-dire transformer un millier en 10 centaines. Donc là, il va falloir qu'il complète en 10 centaines. On aurait pu aussi imaginer une autre situation dans le changement de génération aléatoire, où il n'y a pas de centaines, il y a des dizaines. Là aussi, transformer un millier en 100 dizaines, c'est peu classique. C'est en particulier un peu difficile au CE2, puisque là, on est sur une ressource CE2. Voilà un petit peu pour reclasser. Et donc, on voit ensuite la situation qui aboutit à la résolution, donc à la fin. Mais on est vraiment dans une situation qui amène l'élève, vu la contrainte, à se poser et à aller chercher, à appliquer finalement le principe décimal, c'est-à-dire les conversions entre unités. Et non pas simplement ce que l'on rencontre très fréquemment de dire 3000, c'est 3 fois 1000. Merci. Alors la question qu'on se pose à présent, c'est quels conseils donneriez-vous pour une intégration réussie dans la classe? Alors, en tant qu'enseignant, je pense qu'il faut un temps d'observation des élèves et puis il faut se faire plaisir et leur faire plaisir parce que faire aimer les maths aux élèves, c'est vraiment quelque chose... Quand on voit les yeux qui pétillent, les yeux qui brillent parce qu'on ouvre une ressource et qu'ils se disent « Ouais, maîtresse, on va faire Smart Enseigno, oui. » Et finalement, on va faire des maths. Donc ça a vraiment été un aspect essentiel. Après, ça prend un peu de temps. C'est peut-être une limite, c'est encore du temps en plus sur une nouvelle ressource, mais du temps qui est bien investi. Parce que ce temps, il peut être mutualisé avec les collègues, on peut construire des séances ensemble. C'est aussi du temps qui permet de chercher des adaptations, tant pour les élèves qui vont vite et qui parfois sont un peu s'ennuient en classe. Ceux-là, on peut leur faire des parcours où ils se dépassent, ils peuvent aller plus loin, ils peuvent chercher. Tant du temps de remédiation avec des élèves les plus en difficulté. Et l'inclusion
la différenciation qui est permise quand on est sur le monde individuel ou le tutorat quand on est en mode collectif, parce que ça fonctionne très bien aussi. C'est vraiment une hybridation des pratiques, pour reprendre le terme de la matinée, qui permet beaucoup de réussite en classe. Jean-Pierre, est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce que tu conseillerais pour une intégration réussie ? Alors, moi je dirais que la question n'est pas tant de savoir si un outil numérique va avoir sa place dans la panoplie de l'enseignant, mais il serait plutôt de savoir de quelle manière elle va prendre place et dans quel but. Alors si c'est un outil en plus à côté des autres, sans lien véritable, il y a de fortes chances que ça va se juxtaposer et puis que dans l'ensemble des activités et outils à la disposition de l'enseignant, il est probable que l'enseignant ne va pas plus s'en intéresser que ça. Et on connaît en général ce qui arrive, au bout de quelques temps, à moyen ou à long terme, c'est l'abandon de l'outil. Alors si au contraire c'est un outil intégré à son enseignement, alors là, ça veut dire qu'il a une place dédiée, une place assignée dans l'ensemble des dispositifs et des outils. L'enseignant va pouvoir choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs ou outils en fonction du contexte donné et puis aussi de ses objectifs. Mais cela, on s'est aperçu que dans les expérimentations de Smart Ensino pouvait, nécessiter quelques conditions préalables. Alors, on avait établi une sorte de protocole, on va dire des conditions optimales pour une utilisation réussie de Smart Ensino, mais en réalité, ça pourrait tout aussi bien s'appliquer à n'importe quel nouvel outil numérique. Alors, tout d'abord, ça c'était vraiment un point très fort, c'est ne pas être seul à pratiquer un nouvel outil dans une école. Alors pourquoi ? On pourrait se dire, si les autres ne sont pas intéressés, non, l'intérêt c'est d'aller chercher au moins un deuxième collègue, voire plus, pour pratiquer ce nouvel outil, parce que c'est à la fois stimulant, et en même temps, c'est rassurant, réconfortant. On se sent moins seul face aux difficultés techniques, qui en général ne manquent pas, quand même. Et puis, sur les questions d'usage, sur les questions pédagogiques, on a quelqu'un à qui en parler, à qui discuter. Cela permet de mutualiser aussi, de collaborer entre collègues, et c'est pas non plus, ça peut être plutôt intéressant. Alors cet outil doit aussi être complémentaire aux autres outils ou aux dispositifs que l'enseignant a à sa disposition, sinon effectivement il va perdre un peu d'intérêt. Mais dans ce cas, l'enseignant doit veiller à articuler à la fois ses pratiques et ce nouvel outil en intégrant son usage dans son enseignement. C'est vraiment une des conditions aussi. Si cet outil n'apparaît pas spécifiquement, il va tendance à avoir peut-être à l'oublier. Ensuite, tout nouvel outil nécessite un temps d'accompagnement, un temps de découverte d'abord et d'appropriation pour qu'il devienne familier et puis qu'il s'inscrive un peu plus naturellement, on va dire, dans la pratique quotidienne de l'enseignant. Alors, on a quand même pu constater que cette étape était critique dans le sens où des gens pouvaient abandonner, des collègues pouvaient abandonner, et parce que ça les décourageait. Néanmoins, elle est quand même cruciale et indispensable. Mais c'est pourquoi il peut être du coup nécessaire d'accompagner à la fois les équipes d'école et les équipes de circonscription, à la fois sur les usages techniques, fonctionnels et pédagogiques. Alors ça, c'est le rôle des ERON et des conseillers pédagogiques, par exemple. Et dans Smart Ensino, c'est fait via le site compagnon et des documents qui ont été réalisés, co-construits avec les utilisateurs. On a également des webinaires qui sont organisés régulièrement pour répondre à ces questions. Alors pour conclure, les expérimentations qui ont été conduites dans Smart Ensino, elles nous ont confirmé, si nous en avions besoin, mais enfin on était déjà un peu convaincus, que les apprentissages mathématiques gagnent à être fondés sur une démarche de résolution de problèmes, mais y compris dans des domaines moins fréquentés par cette démarche-là, en numération et en géométrie par exemple. Alors, pourquoi ? Parce que les élèves sont très actifs, ils sont acteurs de ce qu'ils font, les échanges sont riches et dynamiques, et puis évidemment, il y a une motivation très forte. C'est tout gagnant. Enfin, l'usage d'un outil n'exclut pas de chercher sur un papier ou sur une ardoise, en même temps qu'on travaille sur un écran, bien évidemment.
De la même façon, pour la manipulation des objets, il peut être intéressant d'articuler les activités de classe qui utilisent du matériel, ou pas d'ailleurs, avec les activités numériques du type de Smart Enseignants qui peuvent utiliser la manipulation sur un écran. Alors en fait, c'est allier le numérique et le tangible pour ce que nous, on estime être un enseignement un peu enrichi et davantage cohérent. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre et Ludivine pour toutes vos précieuses explications. On va pouvoir passer à un temps de questions. Donc, voilà. Oui, je vais faire passer le micro. Merci beaucoup pour cette présentation à 3 voix qui était extrêmement riche. Donc, je suis sûr qu'il y aura des questions. Vous pouvez déjà les préparer. Et on va commencer par Nathalie Hector, notre grand témoin de la matinée. Alors moi, j'ai une question pour Ludivine, pour démarrer. En fait, j'ai trouvé super... Franchement, c'est une belle expérience et vos élèves ont l'air ravis, donc c'est l'essentiel, surtout si vous avez une belle réussite collective. Chez vous, en fait, si on regarde d'un point de vue humain, il y a une sortie de zone de confort par rapport à vos habitudes de professeur. C'était quoi les plus grands changements que ça a nécessité chez vous, hein, individuellement en tant que professeur, et quels conseils vous donnez pour ceux qui ont envie de se lancer sur cette approche? Alors, en tant que professeur, je pense qu'un des plus grands changements, c'est sortir la classe de la classe. Alors, on parle beaucoup de classe dehors, mais une classe de CP en salle informatique, c'est sortir la classe de la classe. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de simple, parce qu'ils ne sont pas spécialement habitués, parce que ce sont des pratiques qu'ils ne connaissent pas, les élèves. On parle d'une génération digitale, mais ces élèves de 6 ans n'ont aucune notion de ce qu'est un ordinateur, qui plus est fixe, avec une tour, un écran, un clavier. Donc il y a vraiment eu, en plus d'un travail sur les mathématiques, une ouverture à l'outil informatique. Je ne parle même pas du numérique, mais déjà l'outil. Donc ça a vraiment été un changement. Un autre changement, ça a été de penser et d'aller plus loin que la programmation, on va dire, qui est donnée par le manuel, qui est utilisé dans l'école, pour faire dialoguer les ressources numériques avec les ressources papier, en anticipant quelles ressources on va mettre en ressources découvertes, quelles ressources on va mettre en ressources pour institutionnaliser une leçon, parce qu'il y en a qui se prêtent très bien à ça, mais ça demande de changer un peu son regard sur la préparation d'une leçon, d'une séquence, sachant aussi que les professeurs premier degré, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas premier degré, nous avons les mathématiques, mais à côté de ça, il y a le français, il y a le PS, il y a toute une série de matières qui font que nous n'avons pas que les mathématiques, et si on passe un temps infini sur les mathématiques, mais il faut passer le même temps aussi sur les autres matières, parce qu'on se doit d'une certaine qualité d'enseignement. Qui veut prendre le micro pour poser une question? Je ne sais pas si tu veux réagir à la réponse, mais s'il y a d'autres questions. Du coup, une deuxième, j'en profite. Est-ce que vous pourriez revenir en arrière, maintenant que vous l'avez fait? Non, pas revenir en arrière sur la slide, pardon, mais revenir sur un mode de fonctionnement différent, maintenant que vous avez goûté, entre guillemets, à cette approche-là avec les élèves. Alors non, parce que je trouve que c'est riche. Par contre, ce qui pourrait me bloquer, c'est vraiment les infrastructures. D'une école à l'autre, les infrastructures sont différentes. Quand on a fait les expérimentations dans le cadre de l'IFE, on a vu des établissements dans le Rhône et dans l'Isère, dans l'Ain, non, de Rhône et l'Ain, avec parfois ces 3 ordinateurs en fond de classe, et il faut se contenter de ça. Et ça, c'est la réalité du terrain dans le premier degré. Par contre, là, en tant que coordinatrice inclusion, je réfléchis sur l'utilisation de certaines ressources pour les élèves allophones en CAP menuiserie. Donc, on parlait de la géométrie tout à l'heure, et une manière de détourner les ressources, parce que les ressources ne sont pas identifiées pour l'élève comme étant des ressources de CP, CE1, CE2. Donc, donner un parcours élève sur lequel l'élève, même de CAP de 17 ans, ne voit pas, oui, c'est peut-être un peu ludique, un peu enfant, mais finalement, ils ne sont pas très gênés par ça. Et ça permet pour ces élèves allophones de reprendre des notions qu'ils n'avaient pas. Donc là, je suis dans un nouvel usage de l'outil, et puis on verra ce qu'on peut en faire, et à suivre.
Bonjour. J'ai une question, ce sera peut-être plus pour Marie-Chaîne, parce qu'en fait, du coup, voilà, comme on le sait tous, il y a des problèmes d'infrastructure, donc on a compris que vous en avez rencontré plein. Peut-être, du coup, prendre un peu plus de recul, de par votre utilisation, Marie-Chaîne, de vous voyez quelles sont les difficultés et comment vous arrivez à les surmonter pour que vos outils soient utilisés en classe. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous quand on propose une solution numérique à aller utiliser en classe. Ben, il n'y a pas forcément de connexion, il n'y a pas forcément de tablette. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour là-dessus de votre utilisation à vous? Alors en fait, moi, mon utilisation, c'est surtout l'accompagnement, puisque j'étais en tant que conceptrice dans ce projet. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait plusieurs besoins. Il y avait le besoin donc, de répondre aux problèmes d'infrastructure. Donc ce besoin, il a été traité en permettant que l'outil puisse être aussi bien utilisé sur des tablettes, des ordinateurs, des TNI, TBI ou autres, ce qui permettait vraiment, avec peu de matériel, de permettre à beaucoup d'enseignants de pouvoir l'utiliser en classe. Et puis après, il y avait un autre besoin, c'était celui de l'accompagnement dont Jean-Pierre a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, il ne s'agit pas seulement de prendre les ressources et puis de les intégrer dans sa classe pour faire de la résolution de problèmes. Il y avait vraiment un besoin d'accompagnement pour ces enseignants en leur proposant des contenus pédagogiques, des ressources différentes, des parcours déjà préétablis, par exemple. Et ça a vraiment constitué une aide pour les enseignants pour le prendre en main. Et bien sûr, on a enrichi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que ce qu'on peut préconiser, c'est bien sûr d'en avoir déjà dès le départ. Par exemple, le catalogue des ressources, c'est quelque chose qui a été énormément demandé et qui a du coup vu le jour l'année dernière et qui est effectivement primordial. Donc voilà. Oui, s'il vous plaît, quelles sont les répercussions pour vos élèves sur les stratégies d'apprentissage? Est-ce qu'ils ont progressé? Et est-ce que c'est transférable dans les autres matières? Est-ce que vous avez vu des situations qui se stabilisent au niveau des façons de faire de vos élèves? Oui, surtout dans l'usage collectif, parce qu'on a travaillé la verbalisation des procédures et l'échange entre pairs. Donc résoudre un problème, pour certains, c'est une réponse immédiate, parce que certains problèmes sont simples, mais pour d'autres élèves, ce n'est pas du tout une réponse immédiate, et ça demande une discussion entre ceux qui ont la réponse immédiate, et puis après, pour ceux-là, on peut aller plus loin dans les situations, mais les aspects langagiers, pour moi, ont été enrichis par les pratiques numériques. Vraiment. Donc ça, c'est un bouleversement que je n'aurais pas pu, me semble-t-il, ou que je n'ai pas vu d'autres années, quand les élèves étaient plutôt en mode résolution de problèmes, en fiche, et plutôt en individuel. Est-ce que tu veux compléter ? Oui, et puis on peut compléter en disant que l'outil numérique n'est pas seul. Il n'est pas seul dans cette aventure, et il est donc complété, enrichi par tout ce qui se passe à côté, hein, comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure, la manipulation de cubes, ou que ça soit en lien direct avec ce qui se passe sur l'écran, avec la situation problème de l'outil numérique, ou en parallèle. Et il y a donc comme ça des va-et-vient entre ce qui se passe en classe, hors tout écran, et qui est séparé, et puis qui ensuite sera relié à ce qui a été fait la veille avec Smart Enseigno. Donc il y a tout un ensemble comme ça. En fait, c'est vraiment, il y a une complexité de réseautage, de mise en relation des choses, des activités, on va dire. Activité, c'est pas le mot, mais disons, vous voyez, un petit peu des diverses activités qui sont pratiquées dans la classe. Bien sûr avec l'outil numérique, mais pas exclusivement. Et ça, vraiment, c'est un point fort sur lequel on tient. L'outil numérique, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Ben non, l'outil numérique ne fait pas tout. Il doit avoir sa place, bien sûr, mais c'est toujours l'enseignant qui décide et qui va choisir ce qu'il fait ou ne fait pas, avec quel outil il le fait. Est-ce qu'il le fait avec des cubes ou est-ce qu'il le fait avec Smart Enseigno? Et c'est lui qui va décider en fonction de ce qui se passe, en fait, de ce qu'il analyse lui-même. On va prendre une dernière question. Oui, d'abord, merci pour cette expérimentation. Moi, j'avais deux questions. Est-ce que cet outil peut être utilisé hors de la classe, pendant par exemple des vacances, et notamment avec les parents? Et est-ce qu'il y a eu des expériences là-dessus? Et ma deuxième question, c'est est-ce que ce projet
de résolution de problèmes peut-il être appliqué, par exemple, dans le secondaire, notamment collège et lycée? Est-ce que vous avez des pistes déjà de réflexion? Merci. Alors, sur l'usage en dehors de la classe, je laisserai Marine après répondre. Pour ma part, ce n'était pas... il faut savoir que j'ai utilisé le logiciel il y a 2 ans et entre-temps, il a pas mal évolué. Donc, il n'y avait pas un usage maison, dans le sens où ce logiciel est piloté et les programmes, les parcours qui sont envoyés ne sont pas... Il y a des parcours automatiques si on choisit des compétences à faire travailler aux élèves, mais il y a aussi un pilotage enseignant qui est assez important. En tous les cas, c'était comme ça il y a 2 ans. Je pense qu'entre-temps, les choses ont évolué. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas fait d'usage à la maison. Et sur votre deuxième question, pour le collège, je pense que la richesse des ressources et la profondeur didactique mathématique des ressources peut déjà concerner pas mal d'élèves en difficulté au cycle 3, bien que ce soit étiqueté cycle 2. Donc, quand je vois certains élèves arriver actuellement en seconde professionnelle, je vois qu'il y a des notions qui sont là, qui ne sont pas acquises. Et peut-être que ça pourrait être un outil de remédiation, pour autant qu'il soit transparent pour l'élève et qu'il ne soit pas étiqueté cycle 2. Après, je ne sais pas quelles sont les politiques de développement pour ces niveaux-là. Pour répondre à votre question sur l'aspect de savoir si c'est utilisable à la maison, la réponse c'est oui, parce que l'année dernière, donc, dans le cadre de l'accompagnement des enseignants, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre eux qui l'utilisaient pour la continuité pédagogique des enfants qui ne pouvaient plus venir à l'école ou qui avaient besoin de faire un petit peu plus de mathématiques. Voilà, ça a été mis en place et l'enseignante en fait proposait des parcours. Et l'ensemble des parcours suivants étaient proposés par l'intelligence artificielle du logiciel. Et en fait, ça tournait tout seul. Voilà, c'est ce que l'enseignante m'a dit. Mais du coup, c'est l'enseignant qui reçoit les résultats des réussites et des non-réussites et qui, du coup, va pouvoir adapter éventuellement ce que l'enseignant va envoyer aux élèves pendant les temps de classe ou plus tard à la maison. Ou en périscolaire, oui, aussi. Merci infiniment pour ce témoignage. On peut les applaudir.